Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour le test express du Vivo Nex Dual Display, un smartphone qui a deux écrans et donc qui pourra plaire à beaucoup de gens sur le côté technologique. Il est vendu 770 € par Phonedroid, je les remercie d'ailleurs pour le prêt. On passe tout de suite au test, un test un peu particulier sur ce smartphone. Dreams, the night is harder. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you in the darkness. Au niveau du design, on a un double écran qui est assez sympathique, avec un rond ici qui permet la notification, même pour la musique, des petites fonctions comme vous avez vu dans le clip. Vous avez alors la triple caméra, c'est double plus capteur 3D, avec capteur laser ici, donc reconnaissance faciale, le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, vous avez l'USB-C en dessous avec le haut-parleur simple. Vous pouvez prendre des appels des deux côtés puisque vous savez trouver des deux côtés pour le haut-parleur d'en haut, même si c'est du mono pour la musique. On a un petit dégradé de bleu, alors ici par exemple c'est tout noir avec du bleu clair ici, au centre c'est bleu ici, ça revient noir, donc ce qui fait qu'on a une dualité de bleu entre les bordures près des écrans et la tranche. Une tranche qui fait très plastique même si d'ailleurs elle est en métal. L'autre chose c'est qu'au niveau du design, même il se prend plutôt bien en main, l'écran lui-même, en fait l'écran secondaire se voit beaucoup par rapport au châssis ici. Donc c'est vraiment le côté dommage, ce qui fait que ça se voit trop, et c'est un peu dommage pour un écran où la partie en haut et en bas est très présente. La petite originalité étant le petit cerclage ici pour la partie photo. Pour la surcouche, vous aurez droit à FunTouchOS, le tout sous Android 9. Alors, très concrètement, on est sur du iOS avec un peu d'Android dedans. Quand on voit des noms avec iManager ou iMusic, à côté de ça, on a V-App Store, ça fait pas très sérieux, ça fait pas très haut de gamme. Clairement, Oppo a une meilleure cohérence là-dessus. En plus de ça, on a un centre de contrôle avec la touche paramètres qui est assez discrète pour ne pas être vue tout de suite, vu qu'elle se confond avec la partie luminosité. Donc clairement, c'est pas une surcouche que j'ai apprécié du tout d'utiliser, surtout pour la partie son qui est limitée à quelques applications prédéfinies. Donc ça, c'est vraiment dommage et on n'en profite pas réellement. Au-delà de ça, l'expérience est au-delà de ça correcte, c'est plutôt correctement traduit. 10 Go de RAM permettent une fluidité exemplaire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais clairement, au quotidien, ça fait clairement pas une surcouche très occidentale, ça ne plaira pas à tout le monde. Pour la partie écran, on a un écran qui est d'un côté 6.4 pouces Full HD en 19/9 et de l'autre un écran de 5.5 pouces 16/9, toujours AMOLED et Full HD. Donc ce qui fait que ces deux écrans ont la même colorimétrie, un poil saturé, mais ça reste un peu moins que certains. Ça reste plutôt correct, juste ce qu'il faut pour avoir un côté flatteur. Et on a au-delà de ça une bonne humidité, la humidité minimum est un poil trop haute. On a même un système pour gérer la fatigue des yeux, ce que j'ai actuellement. Et globalement c'est plutôt bien. C'est dommage, on ne peut pas gérer les couleurs, on ne peut pas avoir un côté un peu plus neutre ou plus flatteur si l'on veut. Et c'est ce qui manque un petit peu. Globalement l'écran est plutôt bon des deux côtés, sauf comme je l'ai dit, la teinte est plus claire que celle du châssis autour. Donc pour le deuxième écran, ça se voit nettement et ça s'intègre assez mal. Mais globalement ce sont des bons écrans. Au niveau du son, on a juste droit à un son en mono, donc chez VVK, le son stéréo c'est pas vraiment leur truc. Vous avez le haut-parleur ici qui pour les appels pourrait être pris des deux côtés. Globalement c'est correct mais sans plus. On a quand même quelque chose qui est bien meilleur que le OnePlus 6T, c'est quand même beaucoup plus puissant. Par contre pour la partie son, on a droit à une bonne puce, un AK4377A, couplé avec je ne sais pas quel ampli mais c'est du très bon dans tous les cas et le son est vraiment très bon. Mais le problème d'avoir des applications prédéfinies, donc ce qui fait que Deezer, YouTube Music, Amazon Music et Qobuz ne sont pas pris en charge par ce mode hi-fi
Et ça, c'est très très dommage puisqu'il faut utiliser d'autres applications ou en tout cas les télécharger pour pouvoir utiliser ces applications via iMusic pour en profiter pleinement. Donc ce qui fait qu'Obuzz, qui est spécialisé là-dedans, n'est pas pris en charge. C'est débile, c'est très mal fait, et ça, clairement, entaché mon expérience utilisateur. J'en parle mieux dans le test principal, le test complet. Pour la partie photo, on a droit à un IMX363 en ouverture 1.8 et un deuxième capteur de 24 mégapixels de chez Omnivision. Le capteur de chez Omnivision va surtout aider pour le bokeh. Il peut être utilisé en termes principal pour certaines très belles photos, mais il faut avoir des bonnes conditions. Mais clairement, j'ai pas été emballé. L'IMX363 n'a pas non plus eu ce que j'attendais, c'est-à-dire les bonnes performances. Alors c'est sûr que face à un Pixel 3, il se fait démonter, mais il se fait même démonter par un Meizu X8 ou le Meizu 16e. Et ce qui est le plus étrange, c'est par le Meizu X8. Il est face à un Zenfone 5Z pour être très clair, ce qui fait que c'est pas très bien optimisé, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être vraiment mieux, surtout qu'on est en fin d'année, en tout cas au moment où il est sorti, ça aurait pu être mieux d'optimiser là-dessus. Il est clairement orienté selfie, et c'est vraiment là où il va avoir les meilleurs résultats. Donc pour ceux qui sont fans de selfie, par contre, vous allez apprécier réellement énormément. Il a même droit de la reconnaissance faciale 3D. Pour l'autonomie, vous avez une batterie de 3500 mAh, une batterie qui, pour l'autonomie, alors vous avez droit à la recharge rapide. Par contre, pour savoir quelle est l'autonomie qu'il y a dans l'appareil, complètement impossible visuellement puisqu'il n'y a rien dans l'OS qui permette ça. Donc ce qui fait qu'à la louche, en gros, on est entre 7h et 9h. Hein. Pour moi, c'est l'utilisation par rapport à d'autres smartphones, mais j'ai rien de très précis. Donc ce qui fait que c'est vraiment dommage parce que j'ai rien réellement, il n'y a rien pour y mesurer. Mais il est autonome, donc il n'y a pas de souci. Là-dessus, Vivo optimise plutôt bien ses smartphones. Pour la partie benchmark, donc ce qui fait que là on a droit à du Geekbench, un Geekbench qui est un peu moins bien que ce qu'on revoit d'habitude sur un Snapdragon 845, alors pourtant il a 10 Go de RAM, ça devrait aider un peu en général. Donc on est à 8400, là où la plupart des smartphones prennent 9000, voire 9100. Donc ce qui fait que c'est un peu moins bien, c'est un peu plus bridé. Son comportement est plutôt correct d'ailleurs sur CPU Photon. Et sur GFX Bench par contre, il ne se bride pas du tout au niveau de la partie graphique. Par contre l'autonomie se fait largement tâcher puisque il fait 2950 frames et forcément il fait à peine plus de 2 heures en termes d'autonomie à fond comme ceci. Alors, que penser de ce Vivo Next Dual Display? Eh bien, mon expérience a été très particulière entre FunTouchOS qui est trop appelisé, la limitation des applications prédéfinies pour la musique, pour le mode Hi-Fi, qui impacte clairement le son, m'a clairement entaché mon expérience utilisateur et le deuxième écran a, je trouve, une utilisation très limitée, puisqu'elle va servir uniquement pour faire des selfies. Et après, pour avoir un deuxième espace de travail, j'en parle mieux dans le test complet d'ailleurs, mais c'est quand même compliqué d'y trouver l'intérêt. Et ce qui fait que je ne pense pas que ce soit un système qui va perdurer. Je pense que l'écran est trop grand et qu'il aurait dû faire un petit peu la Meizu Pro 7, un côté un petit peu plus pour aider à prendre des photos avec ça, mais pas trop grand, et jouer avec le design de cet écran-là. Ici, ça fait clairement trop particulier, trop disproportionné à mon goût. Et en plus de ça, ça ajoute pas réellement une plus-value à l'expérience utilisateur. Globalement, c'est un smartphone qui est plutôt bon, mais qui clairement, en tout cas personnellement, ne m'a pas convaincu. Il m'a pas convaincu parce que au-delà du fait d'être autonome qui se démarque, le Meizu 16e pour la partie sonore, c'est tout le temps actif. Le LG V30, on peut choisir n'importe où dans l'interface si on peut activer le mode Hi-Fi ou non. En plus de ça, ces deux smartphones-là s'en sortent beaucoup mieux pour la partie photo aussi. Donc ce qui fait que c'est quelque chose que je comprends pas du tout pour ces deux parties-là, alors pourtant c'est censé être... En tout cas, c'est le credo de Vivo, musique and photo. Là, je comprends pas trop. Et ce qui fait que vraiment le limiter à quelques applications prédéfinies selon ce que dit Vivo, Qobuz, qui est pourtant spécialisé dans l'Hi-Fi, je comprends pas que ce soit pas pris en charge. Donc ça, c'est le genre de truc un peu con que j'ai remarqué. La photo, comme en plus de ça, elle est limitée, elle est clairement faite pour ceux qui adorent les selfies. C'est pas photo and musique, c'est selfie and musique là, en termes de credo, en termes de slogan. Ce qui fait que pour ceux qui sont fans de selfie, vous allez réellement adorer. Le second écran va prendre tout son sens, mais encore faut-il être fan de selfie. Forcément, je ne suis pas la cible, je suis quelqu'un qui prend très rarement des selfies, je ne vois pas l'intérêt. C'est pour montrer des choses spécifiques, et moi, quand je veux montrer quelque chose de spécifique, je me prends jamais en photo, je prends en photo le sujet en question. Ce qui fait que, après, ça dépend de vous. Aussi, pour la protection, vous avez droit juste à un bumper pour le protéger, qui fait que ça élargit le smartphone, ça a un côté un peu caoutchouc, mais vous n'avez pas de choses pour protéger le dos. Il faut après des films de protection spécifiques. Clairement, pour moi, c'est pas un smartphone qui va me plaire réellement.
il n'est pas mauvais. C'est clairement un smartphone qui est là pour montrer un concept avec un deuxième écran au dos, mais je ne pense pas que ce soit une solution qui va perdurer. C'est plus la solution, et c'est ce qui semble être adopté, du système pour sortir et rentrer le caméra rétractable du Vivo Nex S. C'est une solution comme une autre, on peut la tester, on peut apprécier le côté technologique, mais réellement au quotidien, à part le côté selfie, ça n'apporte pas de plus-value. Merci en tout cas à Fundroid de m'avoir prêté le téléphone, c'était très sympa à eux. J'ai pris un peu plus de temps que prévu en plus de ça. Mais en tout cas, c'était très sympa, j'ai pu découvrir Vivo. Et Vivo, en tout cas, je vais passer mon tour pour les prochaines fois parce que c'est pas mon truc au vu de l'expérience personnelle que j'en ai avec. J'en parle très bien dans le test complet, surtout pour la partie surcouche qui est très particulière. Mais vous devriez apprécier en tout cas. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.